Debout Congolais, unis par les sangs, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fronts, nos courbés, saluer l'ombre médor de votre souvent béni Congo, de Zaïre Congo, au pays Congo, bien-aimé. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, j'ai besoin que je puisse encore me présenter. Comme l'a bien dit le modérateur, je suis Félicité Mukongozi. J'interviens à la faculté de droit des réfugiés. Avec Congo Network, nous allons aujourd'hui essayer de réfléchir sur le seuil de représentativité. Effectivement, lorsque nous allons aborder les notions du seuil de représentativité, nous allons plus aborder les innovations, c'est-à-dire les modifications des lois électorales. Nous allons juste essayer de briefer la loi électorale de 2006, les innovations, c'est-à-dire de la loi de 2006 en 2011. Nous allons aussi essayer de vérifier, juste de briefer les innovations de la loi électorale de 2015, parce qu'il y en avait, et celle de 2017. Mais aussi en ajout, nous allons essayer de discuter l'avant-projet, ou disons l'ajout ou l'annexe à la loi de 2017 sur la répartition des sièges. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est de comprendre comment est-ce que l'on devient député. C'est-à-dire, à part le fait qu'on est congolais, j'espère que vous avez déjà fait des formations, à part toutes les conditions prévues par la loi, nous pouvons postuler, nous pouvons être des candidats. Alors, après les élections, qui va devenir alors député? Et comment est-ce qu'il va devenir député? Alors, ainsi, formation de la loi de 2017. Et lorsqu'on analyse la loi de 2017, j'aurais bien voulu avoir un tableau, malheureusement, parce que ce sont des calculs que nous devons faire. Nous allons essayer de les faire de manière théorique. Nous sommes tous majeurs. Et si besoin il y a, ça va même prendre un papier et essayer de comprendre quelque chose. Mais en théorie, comment est-ce que cela se présente? Alors, lorsque nous analysons d'abord le processus électoral de la RDC, nous allons nous rendre compte qu'il y a, depuis Mobutu, ou même avant Mobutu, c'est-à-dire avant 1964, nous avons eu des élections en RDC. Et ces élections étaient beaucoup plus municipales. Et même à l'époque de l'État indépendant du Congo, nous avions eu des élections en RDC. Donc notre première, cela a été le cas avec beaucoup plus ceux qui sont dans le journalisme, qui estiment que le processus électoral en RDC commence en 2006, avec les élections de Joseph Kabila. Mais nous devons comprendre qu'il y a eu des élections en RDC. La question de savoir si ces élections étaient démocratiques ou pas, ça c'est une autre question. Mais y a-t-il eu élection, oui ou non? Oui, nous avons eu une élection, même à l'époque belge. L'État indépendant du Congo, nous avons eu des élections. Et ces élections étaient organisées. Et pour la base légale d'une organisation d'une élection, la base légale, la première base, c'est d'abord la constitution de la RDC. Et lorsqu'on analyse la constitution de la RDC, il est dit que tout Congolais a le droit d'élire ou de se faire élire. Ça, c'est la base dans la constitution de la RDC. Et nous comprendrons que la base légale même des élections, c'est d'abord la constitution. Cependant, la constitution elle-même dispose qu'une loi électorale devra donner plus de détails par rapport à la constitution de la RDC vers la loi électorale.
Alors en 2006, nous avions une loi électorale. J'aimerais d'abord savoir si vous avez une idée, vous avez déjà lu la loi électorale, les lois électorales, différentes lois électorales de la RDC. S'il vous plaît. Vous avez déjà une idée des différentes lois électorales de la RDC. Et nous savons que la loi de 2006, j'espère que ce n'est pas une information, c'est juste un rappel, c'était une loi qui était presque du copier-coller des lois électorales occidentales. C'était du copier-coller. Et à l'époque, lorsque nous sommes déjà en 2011, les législateurs estiment que nous devons adapter la loi de 2006 aux réalités congolaises. Imaginez-vous, c'est la première fois que les législateurs congolais avouent que c'était du copier-coller et que nous devrions maintenant adapter la loi de 2006 aux réalités congolaises en 2011. Et point d'événement, aujourd'hui, ce que nous pouvons nous demander, la question serait de savoir est-ce que cette modification était opportune ou pas? Alors, il y a des politologues qui ont essayé d'analyser cette opportunité de modification de la loi de 2006 en 2011. Lorsqu'ils ont essayé d'analyser cela, il y a ceux qui estiment que le pouvoir en place voudrait juste adapter la loi électorale à leur niveau, à leur chemise. C'est-à-dire qu'il fallait porter la chemise qui pouvait bien les contenir, qui était celle de 2011. Ça, ce sont les politologues. Mais lorsque les sociologues analysent les innovations de la loi de 2011, ils estiment que c'était opportun. Et vous savez, la grande innovation de la loi de 2011, c'était par rapport au mode de scrutin, par rapport aux élections présidentielles. Alors, voici déjà deux tendances. Il y a ceux qui estiment que déjà en 2011, c'était opportun, et d'autres qui estiment que ce n'était pas opportun, et d'autres qui estiment que c'était opportun, mais c'était le pouvoir en place qui voudrait arranger la donne à leur façon. Alors, nous sommes en 2011, on nous dit déjà qu'il n'y a plus, on ne va plus procéder aux élections à 2 tours, et nous avons un président qui passe. Je ne vais pas revenir dans le pourcentage, mais vous vous rappelez de la grande question que l'on se pose, c'est de savoir de la légitimité d'un gouvernement ou de la légitimité par rapport aux élections pour un candidat ou pour un élu qui a eu moins de 50%. Alors, si nous évoquons la question de la légitimité, on ne peut ne pas évoquer la question de la légalité. Est-ce que les élections étaient bien organisées? Oui. Peut-on évoquer la question de la légalité? Non, on ne peut pas parce que c'est légal. Et lorsqu'on évoque la question de la légalité, nous voyons la Constitution, la loi électorale, comme je l'ai dit tantôt, comme base électorale. Qu'est-ce que la loi dispose? Un tour, 34%, 44% pour passer comme président de la République. La légalité n'est plus à démontrer. Alors, quid de la légitimité? Je ne veux pas vous amener dans ce débat-là. Là, nous sommes en 2011. En 2015, on réadapte. Alors, cette réadaptation était-elle opportune? Alors là, une divergence naît. À ce niveau-là, il y a déjà des tendances. Et pour ceux qui connaissent bien l'histoire de la RDC, l'histoire politique de la RDC, vous allez vous rendre compte que c'est à ce niveau-là qu'on veut maintenant parler de ce que nous appelons organisation de la société civile. Il existait des organisations de la société civile telles que vous êtes, elles existaient. Cependant, il y a une certaine... on commence à parler des organisations de la société civile, on essaie avec une certaine force sur la scène politique de la RDC. Parce que là, on comprend déjà qu'il y a une certaine réadaptation, non pas pour le bien de la population, mais plus pour certains intérêts. Je suis en train de le dire ici, c'est par rapport aux analyses faites de politologues et de sociologues. Il ne faut pas me prendre pour... c'est pas moi qui analyse. Tout comme je peux aussi analyser en tant que chercheur, mais je suis en train de vous donner les données de recherche ou les données des analyses de certains politologues. Et en 2015, on commence déjà à discuter de ce dont nous allons discuter aujourd'hui. C'est d'abord une discussion. Sous coulisses, on veut déjà évoquer les questions de cette représentativité. Voici ce qui se présente. De manière factuelle, nous remarquons déjà qu'en 2011,
il y a déjà une naissance de ce que certains ont qualifié de petits partis politiques et d'autres de grands partis politiques. Là, nous sommes en 2015. En 2011, on remarque que sur la scène politique, certaines personnes qu'on estimait être de certaines tendances changent de tendance lorsque déjà sur scène. De 2011 à 2015, nous voyons déjà la naissance de presque une centaine de partis politiques. Parti politique ACT, parti politique CDA, parti politique dans les mêmes lettres, on commence seulement à changer. Parti du renouveau du parti. Et donc, tout commence à basculer. Il y a une naissance de plusieurs partis politiques. Il y a un certain positionnement sur la scène politique et les acteurs politiques commencent à comprendre quelle est l'importance d'avoir un électorat, quelle est l'importance d'être membre d'un parti politique. Au détriment, bien sûr, de cette catégorie que nous appelons indépendants. Il y a eu des morts, il y a eu ceux qui se sont retrouvés, si je peux utiliser les langages de Goma. Il y a eu des morts, il y a eu aussi ceux qui ont rigolé, ceux qui se sont moqués des autres. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas aller dans ces détails. Alors, nous sommes en 2015, comme je le disais tantôt, sous coulisses, les notions du seuil de représentativité commencent à être. Ils se disent, il est vrai que tout Congolais par rapport à l'introduction de ces seuils dans la loi électorale. Alors, qu'est-ce qu'on attend par seuil de représentativité? De manière théorique, de manière abstraite, le seuil de représentativité, c'est une condition légale à remplir pour qu'une liste de candidats ou pour qu'un indépendant puisse participer à la distribution des sièges dans une circonscription. De manière abstraite, comme je l'ai dit tantôt, le seuil de représentativité, c'est d'abord une condition légale à remplir pour qu'une liste de candidats, une personne indépendante, puisse participer à la distribution des sièges, doit être contenue dans une loi. Une loi. Lorsque je parle de liste de candidats, là je vois déjà la catégorie parti politique ou regroupement politique, mais aussi par un indépendant pour qu'il puisse participer à la distribution. Introduire les notions du seuil de représentativité, du seuil de légitimité dans une loi électorale. On ne peut être retenu, on ne peut avoir un siège, on ne peut devenir alors député que si on a atteint ces seuils-là. Alors, là où un seuil électoral existe, si nous sommes en regroupement politique, cette liste-là doit atteindre ces seuils. Donc, le pourcentage du seuil, c'est le minimum qu'il faut atteindre. Il faut l'atteindre et le dépasser. Si vous avez moins de ce pourcentage-là, eh bien, vous ne serez pas député. Laissez-moi utiliser les termes vulgaires. Eh bien, vous ne serez pas, vous n'aurez pas de siège, que ce soit au niveau national ou au niveau provincial. Alors, en général, il n'existe pas de pourcentage de déposés. Il n'existe pas. Alors, cependant, il y a deux exemples de calcul de seuil. Dans certains pays, le seuil, et ça c'est dans le système proportionnel, le seuil est égal au quotient électoral. Alors, je ne sais pas si les termes que je suis en train d'utiliser, vous êtes familiers à cela, quotient électoral, scrutin, ou je peux revenir à cela pour aborder la question du seuil. Le modérateur me dit qu'il connaît, alors je pose la question au public. Qu'est-ce qu'on fait? Je continue avec mes explications ou je procède d'abord au brainstorming de tout ce qui est représentativité, d'éligibilité. Alors, à ce niveau-là, il y a la première tendance. Alors, la première tendance, c'est que
les seuils doivent être égaux au quotient. Une deuxième tendance est que lorsque le seuil est supérieur au quotient, ils doivent nécessairement vérifier le nombre d'électeurs. Alors là, je suis en train de sourire parce que je me vois obligée de revenir d'abord au code civil, comme vous l'avez proposé. Au quotient électoral. Alors à ce niveau-là, vous comprendrez qu'on veut à ce que ne sera retenu que député, qu'il soit national ou provincial, c'est lui qui aura totalisé alors le quotient électoral. Ça, c'est la première théorie par rapport au seuil de représentativité. La deuxième théorie voudrait à ce que ne peut être retenu député ou national ou provincial et le seuil de représentativité, je profite déjà de le dire, ça ne se fait pas seulement dans le système électoral, ça peut se faire aussi dans des processus électoraux, dans des entreprises, un peu partout où vous voulez, vous pouvez fixer un seuil de représentativité. Voilà pourquoi ça s'appelle seuil de représentativité. Il y a ceux qui exigent que le seuil de représentativité doit être supérieur au quotient électoral. Et ceux qui estiment que le seuil de représentativité doit être supérieur au quotient électoral, ils estiment que ne peut être député, alors là je vais utiliser le terme vulgaire, ne peut être député, ne peut être capable de parler pour le nom du peuple, c'est lui pour qui le peuple a reconnu ce mandat-là à un pourcentage fixe, de manière pratique ou factuelle. Alors, lorsque nous voyons par exemple, nous prenons déjà l'exemple du Nord Kivu comme nous sommes au Nord Kivu. Dans notre loi électorale et même dans la loi de répartition des sièges, nous savons qu'au Nord Kivu, nous avons 9 circonscriptions, n'est-ce pas? Nous avons la circonscription de Beni, la circonscription de Lubero, Masisi, Nyiragongo, qui du reste n'existait pas en 2006, qui aujourd'hui est une circonscription, Rutshuru, Walikale, Beniville, Butembo-Ville et Goma-Ville. Telles sont les 9 circonscriptions du Nord Kivu. Alors, lorsqu'on a pris les calculs, le nombre total d'électeurs de la province du Nord Kivu, nous sommes à 3 864 600 électeurs. 3 864 600 électeurs. Malheureusement, il n'y a pas de tableau. Alors, pour trouver le nombre de sièges dans la province du Nord Kivu, on a pris le nombre d'électeurs, c'est-à-dire les 3 864 600 électeurs enrôlés, divisés par le quotient. Le quotient qu'on aurait trouvé bien avant. Et donc, c'est ce quotient-là qui nous a coopté. Je vais revenir à cela presque à la fin. Alors, quelle est l'importance du quotient électoral? Alors, en effet, par rapport au seuil de représentativité, les analystes et les politologues ont estimé que le seuil de représentativité n'a pas seulement l'objectif d'écarter plusieurs personnes, qu'on peut communément appeler de personnes petits partis, je ne veux pas utiliser ce terme-là, voilà pourquoi je les mets entre guillemets, ne veut pas seulement écarter les petits partis, mais aurait l'objectif d'éviter l'émiettement politique. Des petits membranes, des émiettes un peu partout sur la scène politique. Et l'objectif, pour ne pas, parce que je ne suis pas la personne autorisée à dire ce que pensaient les législateurs ou les initiateurs de cette initiative du seuil de représentativité, mais lorsqu'on analyse partout dans le monde comment se présente le seuil de représentativité, on a comme l'impression que l'objectif, c'est d'arriver au regroupement politique. Parce que l'introduction du seuil de représentativité, effectivement, dans la loi, il est difficile, pour ne pas dire presque impossible, pour certains candidats, il est difficile, pour ne pas dire presque impossible, pour certains candidats d'atteindre ces seuils-là. Comme je le disais tantôt, dans la loi électorale de 2006, de 2011, on ne parlait pas de seuil de représentativité. Non, il n'y en avait pas.
Nous sommes en 2015, sous coulisses, on commence à en parler. La loi de 2015, malheureusement, il n'y a pas eu d'élection, on ne parvient pas à introduire les notions du seuil de représentativité. Par contre, on n'a pas introduit les notions du seuil de représentativité, mais on introduit déjà les systèmes proportionnels des calculs de répartition des sièges, qui est un système que les gens qualifient de professionnel. L'article 118, je ne vais pas vous aller dans le détail, qui est déjà parlé de l'article 115, article 118, 119, 142. Et lorsque vous vivez au niveau provincial est fixé à 3%. Que vous soyez indépendant, que vous soyez en regroupement politique, que vous soyez un parti politique, comme condition légale, vous devrez totaliser, atteindre 1% ou plus pour obtenir les sièges. Alors, quel est le système qui va compte que les calculs de répartition des sièges c'est fait par un système proportionnel? Qu'est-ce que je vais dire par là? Pratiquement, nous savons que nous avons 3 catégories de candidats en RDC aujourd'hui. Nous avons les partis politiques, des candidats des partis politiques, nous avons des candidats des regroupements politiques, mais nous en avons aussi des candidats indépendants. Alors, lorsqu'on veut procéder au calcul de répartition des sièges, pour les candidats de partis politiques, on va totaliser le nombre de voix que vous avez sur la liste. Alors, ce nombre de voix doit atteindre 1% ou plus du suffrage valablement exprimé. Le suffrage valablement exprimé est différent du suffrage tout court et est aussi différent du nombre d'électeurs enrôlés. Le nombre d'électeurs enrôlés, au début, nous a facilité à déterminer les quotients électoraux. Le nombre de représentativité ou d'éligibilité nous renvoie à 1% de suffrages valablement exprimés. Et j'étais en train de nous dire ici qu'il y a une différence entre les suffrages. Supposons que dans les 450, nous avons 50 bulletins blancs. Vous connaissez les bulletins blancs? Dans les 450 là, nous avons 20 bulletins nuls. Alors, quel est le nombre de suffrages valablement exprimés? 380, quel est le nombre de suffrages valablement exprimés? Le seuil de représentativité, c'est... On suppose déjà que 3 étaient sur une même liste. Supposons. 3 étaient dans un parti politique, 7 étaient dans un regroupement politique et 2 étaient indépendants. C'est une supposition. Alors, comment est-ce que nous allons procéder? Sur la liste de 3 personnes qui sont dans un parti politique, nous allons procéder au système proportionnel. C'est là où je vais dire. Les sièges que nous avons à pourvoir, nous n'avons que 4 personnes qui sont regroupées en 3 catégories. Laissez-moi prendre cela en 3 catégories. C'est-à-dire la catégorie des partis politiques, la catégorie des groupements politiques, mais aussi la catégorie des indépendants. Bien sûr, ces deux-là doivent être séparés. Alors, dans les 3 personnes, ceux qui sont de la liste, sur la liste, de partis politiques, avant, je suis en train déjà de donner les différences. Pour les élections de 2006, où nous étions dans un système à liste, ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, en Turquie ou à Madagascar, pour ceux qui suivent l'histoire, la première personne sur la liste occupait déjà les sièges à pouvoir. Celui de 2 voix occupe les sièges. Ça, c'est sur la liste. Tel a été le cas, malheureusement, dans les calculs, tel a été le cas en RDC, dans la représentation des listes. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la RDC, vous allez vous rendre compte que les chefs, non. Alors, quels sont les contours de ces suffrages, de ces seuils représentatifs?
essaie de réfléchir par rapport au siège de représentativité, il se rend compte de deux choses. Premièrement, il y a un risque que les indépendants puissent totaliser les sièges de représentativité. Pour un indépendant de totaliser 1%. Ça, c'est parmi les désavantages. Parmi les désavantages de ce système de siège de représentativité, on va devoir faire face à des regroupements politiques qui n'ont pas de sens, qui n'ont ni queue ni tête. Des opportunistes vont se constituer en regroupement politique. Ils vont se constituer en regroupement politique sans avoir un seul objectif. Ils se constituent des opportunistes. Ils vont se constituer juste en regroupement politique parce qu'il y a de cette représentativité qu'il faut à terme nous dépasser. Comme notre désavantage, ça, ce sont les juristes qui les pensent. Normalement, lorsque nous allons aux élections, nous allons pour un candidat, une personne X bien déterminée. Mais rassurez-vous qu'avec les aides de représentativité et notre système proportionnel, nous allons voter la liste. Parce que notre voix sera comptabilisé pour le compte de la liste, pas pour le compte de la personne qui est venue. Alors, il y a ceux qui estiment comme des avantages. Du seuil à parler de conseil électoral et le revenir sur plusieurs aspects. Alors, nous allons procéder à l'étape de questions-réponses. Tout le monde. Moi, je suis Léonard Organe, je suis Léonard. Oui, je suis étudiant à l'université de Goma dans la faculté des sciences de l'information et de la communication. Alors, ma première question, lorsque vous avez commencé, vous avez dit que tout Congolais a le droit d'élire et de se faire élire. Cette loi de la Constitution m'a été intéressante, du fait que, et puis tu vois une personne faire l'entrepreneuriat et puis elle veut venir être députée. Donc tout le monde veut être député. Alors par là, lorsque la Constitution souhaite ça, souhaite que tout le monde soit député, ils sont en train de... Ils créent des chaos. La Constitution elle-même crée des chaos contre son propre pays. Alors je veux que vous me fassiez ces éclaircissements-là. Le nom c'est Bernard Itatonda. Je suis coordinateur de la réflexion pour un Congo meilleur. Je voulais juste savoir, par rapport au seuil de représentativité, vous dites il faut 1%. La loi électorale dit il faut 1% pour les nationales. Mais mon inquiétude et ma question reste sur la circonscription. Et si on atteignait le seuil à une seule circonscription, et que circonscription de Goma, nous atteignons le seuil de représentativité, mais celui de Masisi, ici, notre liste, ou la liste de notre parti politique, on n'a pas atteint le seuil, mais c'est à caractère national. Quel sera notre sort? Je m'appelle Mangué Josué, je suis étudiant à département des relations internationales. Je vais poser des petites questions. La première consiste à savoir ce que nous avons constaté dans l'exercice électoral que nous sommes sur le point d'accomplir. Il y a une question des candidats qui se disent citoyens. Quel impact tu peux éloigner le micro de la bouche? Oui, certains candidats se disent suppléants de l'autre candidat. Quel impact il peut y avoir ça dans le seuil de représentativité? Et la deuxième question consiste à savoir si il y aura bel et bien élection des grandes de ces mois-ci parce que nous avons. Je suis membre du club de lecture de la presse écrite du journal souverain. Ma question que je voulais poser à notre sécurité, qui la loi électorale a prévu en cas de violence provoquée ou causée par le seuil électoral. Sinon, il y a des criminels, des voleurs qui ont postulé que le seuil risque de favoriser
Est-ce qu'il y a une mesure de sécurité que la loi électorale a permis? Les lois électorales anti-web, c'est anti-web, c'est pour un tas déterminé. Bonjour. Je suis Christine Guéna. Madame, je salue votre savoir dans les droits constitutionnels, mais je voulais savoir à quoi cette modification de la loi électorale a un apport positif en RDC. Et j'aimerais aussi savoir qu'est-ce que vous, en tant que juriste, vous pouvez apporter à l'arsenal juridique congolais sur la question de copier-coller des lois. Est-ce que madame, nous ne risquons pas de trouver des gens incapables à élaborer des lois, à parler pour les gens, pour les peuples? Si et seulement si nous appliquons cette loi de cette légitimité. Merci. Nous tous ici de nos contributions parce qu'il est dit souvent que lorsqu'on pose une question, c'est qu'on a quelque chose à ajouter. Et lorsqu'on ne pose pas de questions et qu'on est en train de suivre, c'est que tout va bien aussi. Donc merci à vous tous. Alors, par rapport à mon cher collègue Léonard, compatriote, il aimerait avoir une analyse par rapport à cette possibilité ou ce droit qu'a tout Congolais de se faire élire des livres et que cela ne pourrait pas faire à ce que tout le monde se sente concerné par rapport aux élections et que même les entrepreneurs deviennent aussi, veulent devenir de députés. Personnellement, comme il est toujours dit que c'est l'exception qui fait la règle, c'est l'exception qui fait à ce qu'une règle devienne règle. Il y a des juristes aussi qui estiment que les règles sont faites pour être violées. Et donc, si les règles ne sont pas violées, ça ne sert plus à rien d'avoir un arsenal juridique. Et à mon avis, j'ai comme l'impression que dans le propre du Congolais, il y a deux aspects. Soit nous comprenons mal le fait pour nous d'avoir le droit d'être élu et de se faire élire, soit nous les comprenons alors très très bien et nous voulons tous participer à la gestion de la chose publique. Et donc personnellement, un entrepreneur, qu'il soit entrepreneur, il peut aussi être candidat. Je ne crois pas, il peut être aussi député. Je ne vois pas d'incompatibilité entre le fait d'être entrepreneur et d'être député. Quel est le rôle d'un député? Je crois que c'est là qu'on doit revenir. Le rôle primordial d'un député, c'est l'intermédiaire, si je peux le dire ainsi. C'est celui qui est en train de contrôler, laissez-moi le dire ainsi, de contrôler la manière dont l'exécutif gère notre chère belle République. N'est-ce pas? Et que donc, qu'ils soient entrepreneurs ou pas, à mon avis, il a aussi ces droits-là. Par contre, ce que je peux nous dire ici et nous conseiller, c'est le fait de savoir bien choisir. Je sais que CPN a déjà organisé une activité par rapport à qui est un bon député et comment choisir un bon député. Je crois que tu as été parmi ceux-là. Benin a voulu poser la question par rapport à la circonscription électorale. Je présente d'abord déjà mes salutations. Ça fait longtemps que je t'ai vu. À chaque fois que je te vois, c'est dans une formation, dans un atelier. C'est déjà bien. Benin a posé une question par rapport à la répartition des sièges, celle de représentativité, répartition des sièges dans une circonscription donnée. Nous avons par exemple, je vais y aller par exemple, au Nord Kivu, nous avons 48 sièges à pourvoir ici en province pour l'Assemblée provinciale. Et dans ces 48 sièges à pourvoir, nous allons élire 44 députés et 4 seront optés. Alors réfléchissons en termes de 44 députés, n'est-ce pas? Et parmi ces 44 députés, Béni doit nous fournir 8 députés, Béni-Ville 2 députés, Boudémo-Ville 4 députés, Goma-Ville 4 députés, Lubero 8, Massis 7, Rutshuru 7, Iragongo 2, Walikale 2. Alors la question des Bénin, c'est de savoir,
Et si j'ai bien compris sa question, c'est par rapport au regroupement politique ou parti politique, n'est-ce pas? Alors, nous sommes à Goma par exemple, et notre liste du regroupement politique a atteint et a même dépassé, voire même dépassé les seuils de représentativité. Nous sommes à Goma. Mais notre liste de notre regroupement politique, à Mouchourou par exemple, où nous avons 7 sièges à pourvoir, nous n'avons pas atteint le seuil de représentativité. Voici même les risques du seuil de représentativité. Étant donné que la liste au niveau de Goma a été laissée de représentativité, ces gens-là, qui ne seront même pas votés peut-être à Mouchourou, qui ne seront peut-être pas votés à Niragongo, à Lubero, à Beni, aussi longtemps qu'ils auront atteint le seuil de représentativité à Goma, nous allons les voir avec nous dans l'Assemblée provinciale. Ils seront là avec nous dans l'Assemblée provinciale parce que sur leur liste de Goma, ils auront peut-être 2 ou 3, 2 sièges ou un seul siège à pouvoir. Ils ont atteint le seuil de représentativité. C'est là elle-même, c'est le grand risque. Je crois que notre collègue de Calais, Oudjongo, l'a aussi évoqué d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un, et vous allez voir, au niveau de l'Assemblée provinciale à Goma, nous avons quelqu'un, peut-être à Rutshuru, on ne l'a même pas écouté, il n'a même pas eu une voix, même sa propre famille n'a pas voté pour lui. Mais il a atteint le seuil de représentativité ici, il se retrouve à l'Assemblée provinciale. Voilà pourquoi je l'ai dit, et avant de le dire, je vais évoquer une chose, tout comme Moupori, il aurait dit à Moupori. Je crois que telle a été même la motivation de ceux qui ont proposé le seuil de représentativité. Parce qu'ils savaient, ils connaissent bien la réalité, les contextes sociopolitiques de la RDC. Alors ils se disent, procédons au seuil de représentativité. Dans le fond, même fond.